Nous refusons le silence face à un système qui opprime, divise et trahit la confiance du peuple. Nous réclamons justice électorale, acte courageux et fort, et non promesse ni le mépris pour la vérité. Tel est le message sur banderole affiché par les députés à l'Assemblée nationale du parti UDC, Union démocratique du Cameroun, à l'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre 2025. C'était le 3 lundi dernier. Une session essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget 2026 en pleine ville morte pour la revendication dite de la victoire volée de Issa Chiroma Bakary à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'UDC se joint-elle indirectement à la revendication et à la colère d'une partie du peuple? Qu'est-ce qui motive son message devant la représentation nationale et pour quel effet? Nous poserons ces questions à un député de l'Assemblée nationale, Koupit Adamo, est l'invité de Sans Tabou. Installez-vous confortablement. Madame, Messieurs, bonjour et merci de faire confiance à Naya TV. Koupit Adamo, bonjour. Bonjour, Monsieur Kamga. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes membre du bureau politique de l'Union démocratique du Cameroun et à l'Assemblée nationale, vous êtes non seulement le porte-parole des parlementaires de l'UDC, mais aussi membre de la Commission des droits constitutionnels, des droits de l'homme et bien sûr des libertés. Vous avez donc organisé, je le disais à l'introduction de cette émission, c'était lundi dernier à l'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre, essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget 2026. Vous avez donc porté et brandi avec vos collègues ce message, je cite: « Nous refusons le silence face à un système qui opprime, divise et trahit la confiance du peuple. Nous réclamons justice électorale, acte courageux et fort, et non la promesse ni le mépris pour la vérité et la paix. » Dites-nous, honorable Koupit Adamo, quels sont les fondements de cette revendication? Oui, merci. Pour ceux qui observent la marche de l'Union démocratique du Cameroun sur le terrain politique camerounais, ils doivent comprendre que c'est une cohérence. Ce sont des étapes qui se suivent en préservant la cohérence qui nous caractérise dans notre combat politique pour la démocratie et le développement de notre pays. Nous sortons d'une élection présidentielle, le scrutin du 12 octobre 2025, et au soir, après la clôture du scrutin, nous avons, à travers le président national, l'honorable Thomas Inonda Mdjoya, commis une déclaration, un communiqué, pour décrier les irrégularités et les fraudes qu'on aura observées, qui auront caractérisé ce scrutin. Alors, quelle était la visée politique de cette déclaration? C'était pour attirer l'attention des instances qui sont compétents en matière d'examen de PV et dont le rapport devrait servir pour la proclamation solennelle des résultats officiels, de pouvoir se saisir de cette dénonciation pour faire le travail qu'il fallait, à savoir rattraper ces irrégularités et voir ce qu'il faut corriger pour que les suffrages les résultats qui vont être proclamés reflètent la réalité des urnes et donc de la volonté du peuple camerounais souverain. Bon, malheureusement pour nous, ces instances-là n'ont pas saisi cet appel, le message de notre déclaration, et ils ont validé toutes ces irrégularités qui sont portées dans le rapport de la Commission générale de recensement de vote, qui est le rapport qui sert de base au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats. Et donc, quand le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, nous avons fait l'acte 2. L'acte 2, parce que nous restons républicains dans notre démarche, nous avons introduit une requête en annulation générale. Et nous nous sommes préparés pour démontrer
la substance de ce que nous avons dénoncé dans notre déclaration. On est arrivé au Conseil constitutionnel. Au lieu de cela, on a opposé le statut d'irrecevabilité à notre requête au motif que nous n'aurions pas suffisamment étalé les moyens qui édifient les faits que nous dénoncions, en se basant sur les dispositions de l'article 133 du Code électoral. Est-ce que l'alinéa 3, justement, de cet article 133 ne donne pas raison au Conseil constitutionnel? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, ce que le président du Conseil a dit comme décision ne trouve ses références dans aucune disposition du Code électoral. L'alinéa 3 dont vous faites allusion n'a nullement demandé, en ce qui concerne les moyens, de les étaler in extenso. C'est une pratique qu'on observe à la Cour suprême dans le cadre des procédures judiciaires, et nous sommes ici en procédure électorale. On a tout simplement extrapolé ça pour venir maintenant nous opposer, alors que la loi électorale n'a pas demandé d'étaler in extenso les moyens. Pourtant, nous avons évoqué. Le début de l'alinéa 3, c'est bien sous peine d'irrecevabilité. Sous peine d'irrecevabilité, on doit évoquer les moyens, et nous avons évoqué les moyens. Quand on parle d'évoquer les moyens, ça veut dire que quand vous dénoncez les faits, par exemple de violation du secret de vote, vous devez citer l'article qui prévoit mais on vous reproche de ne les avoir pas énoncés. On a énoncé tous les articles qui renvoient au fait que nous avons dénoncé. Et ce qu'on nous a reproché, c'est de n'avoir pas écrit in extenso les dispositions de ces différents articles. Je vous mets au défi de nous montrer une seule disposition du Code électoral qui nous demande de le faire. C'est une pratique judiciaire. Et donc votre requête a été déclarée irrecevable. Voilà, et donc la requête a donc été déclarée irrecevable sur la base de ce motif fallacieux. Et donc on nous a empêchés de démontrer ces fraudes-là qui pouvaient pousser le Conseil constitutionnel à pouvoir donner une suite à ce que nous demandions. Alors, le Conseil constitutionnel passe cette étape-là et arrive à l'étape du 24, le vendredi 24, parce que on a vidé le contentieux électoral le mercredi 22. Tout le monde s'attendait à ce que la proclamation des résultats soit le jeudi 23. Curieusement, ils ont balancé ça à lundi 27. Et puis, vendredi matin 24, autour de 12 heures, on nous notifie d'une requête qui devrait justifier une audience qui va se tenir à 15 heures. Nous sommes partis parce que cette requête qui était introduite par un parti qui n'était pas en compétition électorale, notamment Héritage, et porté par Maître Timbane et Maître Sim. Alors, nous sommes allés parce que cette requête visait à demander au Conseil constitutionnel de respecter une étape prévue par les dispositions de la loi portant code électoral, mais surtout de la loi portant création et fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui demande, je pense que c'est l'article 48, si j'ai bonne mémoire, et c'est repris par les dispositions de l'article 137 du Code électoral, le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats. Il fait publier dans le journal officiel en procédure d'urgence, en français et en anglais. Ça voudrait dire, à l'analyse de cette disposition légale, que la proclamation la publication, les résultats après les travaux de la Commission générale de recensement doit suivre 3 étapes. La première étape est d'arrêter les résultats. Ça a tout son sens en droit comptable. C'est une disposition empruntée par le droit électoral en droit comptable. Quand on vous demande en droit comptable d'arrêter les comptes, l'arrêté de compte
est contradictoire. Ça voudrait dire que on va prendre les rapports du contrôleur interne pour comparer au rapport du commissaire aux comptes, qui est un organe extérieur à l'entreprise. En comptabilité, c'est ça. Donc on prend le rapport du comptable, qui est un personnel de l'entreprise. On prend le rapport du contrôleur interne, qui est également un personnel de l'entreprise. On va comparer avec le rapport du commissaire aux comptes, qui est un expert extérieur à l'entreprise, pour voir s'il y a concordance. L'objectif ici étant de se rassurer de la sincérité des comptes qu'on va arrêter. Et donc, quand il n'y a pas de contradiction, on arrête les comptes. Et là encore, le Conseil constitutionnel le Conseil constitutionnel, irrecevable cette requête. Non seulement a déclaré irrecevable, mais aura démontré sa partialité. Comment? Sa partialité dans la gestion du débat. Honorable copie, le parti Héritage n'a pas pris directement part à l'élection. Non, on ne pouvait pas. Ils ont passé tout le temps, c'est-à-dire l'ECAM, le MINAT et le RDPC. Ils ont passé tout le temps avec le collectif des avocats qu'ils ont mobilisé là-bas à parler des dispositions des articles 132, 133 du Code électoral, alors qu'on n'était pas en contentieux électoral. On était en contentieux de procédure qui n'est pas prévu par le Code électoral. Donc le Conseil constitutionnel aurait dû utiliser la jurisprudence pour accéder. Effectivement, c'est là où vous en venez. Vous pouvez comprendre qu'il n'est pas prévu. La Constitution l'a prévu, la loi a prévu qu'il faut arrêter, et avant de proclamer les résultats, il faut arrêter. Arrête et proclame. Ça veut dire qu'il y a une étape où il faut arrêter les résultats et l'étape où il faut proclamer les résultats. Donc, on ne respecte pas cette étape. Ces deux compatriotes, qui sont des éminents membres du barreau du Cameroun, ont suffisamment plaidé dans leur plaidoyer. Ils ont démontré l'importance et la pertinence d'aller dans ça. Et le fait qu'on ne devrait pas leur opposer les articles concernant le contentieux électoral. Et donc, les avocats et le conseil, le conseiller rapporteur également, étaient allés dans la conclusion de l'irrécevabilité pour défaut de qualité pour le parti Héritage et autres. Bon, et forclusion, parce qu'on devrait déposer les requêtes dans les 72 heures après. Donc, est-ce que l'objet, est-ce que le fait qui avait motivé cette requête concernait le contentieux électoral? Non, et tous connaissaient. Il y a un deuxième fait qu'il faut absolument que je souligne. Rapidement, parce que j'étais là en tant que représentant non seulement de l'UDC, mais du candidat de l'UDC. J'ai demandé la parole. Alors qu'on a donné la parole à l'avocat du RDPC et au secrétaire général adjoint du RDPC pour représenter le parti et le candidat, on m'a refusé la parole. Le président du conseil me refuse la parole, d'abord au motif qu'on n'est pas en contentieux électoral. Le contentieux électoral a été vidé et l'UDC avait eu le temps de plaider. Mais lorsque je leur ai dit, le RDPC donc a eu la parole en tant que qui? Puisqu'on n'était pas en contentieux. Et ils cherchent une autre raison pour me dire voilà, non, oui, le RDPC a envoyé le mémoire. Est-ce qu'il y a une seule disposition qui dit que si vous n'avez pas envoyé le mémoire en réponse à une requête, vous ne pouvez pas plaider votre cause? Il n'y en a pas. Est-ce que, à quel moment devions-nous faire le mémoire en réponse à cette requête si on est notifié par WhatsApp à 12h30 alors que l'audience s'ouvrait à 15h? Pourquoi on a fait notifier le RDPC avant les autres candidats? Donc vous comprenez que c'était une parodie de justice. La vérité est que si le Conseil constitutionnel était conscient de son rôle, on était là dans le vide juridique qui devait l'amener à prendre une décision qui fasse jurisprudence dans le système juridique électoral au Cameroun. Parce que moi, je voulais leur demander, puisque vous dites que on n'a pas prévu une audience d'arrêté des comptes, l'audience pour statuer sur la requête qui demande cet arrêté est-elle prévue? Ce n'était pas prévu. Ce n'est pas prévu. Mais si ils ont usé de leur sagesse, puisque en droit, le juge prend ses décisions sur la base de la loi et de sa conscience,
de sa sagesse, s'ils ont eu la sagesse de donner suite en convoquant une audience, puisque les communs de Camerounais connaissent que quand on a vidé l'audience, qu'après l'audience du contentieux électoral, on attend seulement l'audience de proclamation des résultats. Donc l'audience du 24 était une audience surprise qui ne se justifie que par la sagesse et la conscience des magistrats constitutionnels. Alors ils ont fait ça. Pourquoi donc ne pas prendre acte, une décision qui devrait faire jurisprudence, puisque ce qu'ils ont pris en convoquant cette audience est une jurisprudence. Et le 27... Alors maintenant, ils ont fait ça, et le 27, ils ont proclamé les résultats, et nous avons réagi. En rejetant ces résultats, l'UDC a dit qu'il ne reconnaissait pas ces résultats. Vous avez donc compris que nous restons cohérents dans notre démarche politique. Et le 3 donc, c'est l'ouverture d'une session parlementaire. Et l'enjeu de cette élection, c'est de faire respecter la volonté du peuple. Et il n'y a pas meilleur représentant du peuple que les élus de ce peuple-là. Le député représente la nation. Et donc nous avons trouvé qu'il n'y avait pas meilleur endroit, ni meilleure personne à décrier, à revendiquer ce que le peuple, le respect de la volonté du peuple, que de le député, et à l'endroit où, au siège de la représentation nationale. Donc c'est ça la logique de justifier l'action que nous avons menée en attirant l'attention, en réclamant la justice électorale, en disant qu'on ne devrait pas normalement bafouer la confiance du peuple. L'UDC n'a donc pas reconnu la victoire de Paul Biya. Question, qui a gagné? Ben écoutez, qui a gagné? Nous ne nous substituons pas aux institutions qui ont la compétence de proclamer les résultats. Pourquoi ne donc nous savons tout simplement, que sur le terrain, nous avons battu campagne, nous avons fait la pré-campagne et nous connaissions ce que le peuple, l'immense majorité du peuple voulait à travers cette élection, qu'il voulait le changement. Et donc, tout ce que nous disons, c'est de dire, on ne peut pas vouloir changer quelqu'un et aller encore le plébisciter. Il est clair que le candidat du RDPC n'est pas le vainqueur de cette élection. C'est le candidat de l'UDC? Ce n'est pas à nous, parce que c'est à nous maintenant. C'est pas à nous d'aller dire que bon, oui, voilà vraiment le vainqueur. Tout le monde connaît qui est le vainqueur. Et les rapports sont là. Tout ce que nous demandons, c'est de respecter la vérité des urnes. Si les gens pensent qu'ils ont gagné, pourquoi ne pas rentrer maintenant dans l'arrêté contradictoire des résultats, où les gens pourront venir avec les PV pour démontrer que voilà, et voici le vote. Donc s'ils ont refusé l'arrêté contradictoire, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas gagné véritablement. Et je l'ai dit au Conseil constitutionnel, tant qu'on est conscient d'avoir gagné clairement, on devrait plutôt bomber le toit et être content qu'on vous donne l'occasion de démontrer que votre victoire n'a aucune tâche. Le candidat de l'Union démocratique du Cameroun, Emine Patricia Tomaino Ndamjoya, est arrivé officiellement 5e sur 12 avec 1,66%. Est-ce suffisant? Le peuple a envie de demander sur quelle base est-ce que vous dites que Paul Biya n'a pas gagné, puisque ce n'est pas vous non plus. Écoutez, l'UDC n'a jamais... pour ceux qui connaissent l'UDC ne se bat jamais pour l'intérêt particulier. Nous nous battons pour l'intérêt général. Notre idéologie qui est basée sur l'éthique nous recommande à nous battre pour l'intérêt général et non pour l'intérêt particulier. Donc, quand vous voyez l'UDC poser un acte, ce n'est nullement pour son propre intérêt et encore moins pour l'intérêt de X ou de Y. Nous restons cohérents dans notre démarche de poursuivre l'intérêt général. Et l'intérêt général ne peut être protégé que s'il y a de la vérité entre ce que le peuple exprime et ce que les officiels de l'État proclament. L'UDC n'a non plus félicité Issa Chiroma Bakary, qui est celui qui revendique cette victoire. Il est arrivé 2e avec 35%. Finalement, on ne comprend pas clairement votre posture. Notre posture, c'est la posture républicaine, la posture des démocrates, la posture
d'acteurs politiques patriotes. À quoi ça sert? Nous refusons l'hypocrisie. Parce que beaucoup de gens viennent sur le terrain politique, ils pensent que c'est le champ privilégié de développer le mensonge, de dire avec la bouche ce que le cœur ne pense pas. Soyez un peu plus clair. À quoi ça nous servirait d'aller donner des lettres de félicitations au moment où on bataille encore pour que ceux qui doivent reconnaître une victoire la reconnaissent? Ça ne servira à rien. Vous allez dire, ben non, ben félicitations à X, félicitations à Y, ça ne sert à rien du tout. L'important, c'est de mener le combat. L'important, c'est de mener le combat. C'est de mener le combat pour que la vérité soit sûre. Et quand la vérité est sûre et dite là où elle doit être dite, ça va de soi que l'UDC félicitera parce que cette félicitation aura en ce moment-là un sens. Nous ne faisons pas dans l'hypocrisie. Nous n'agissons jamais pour plaire ou pour déplaire à quelqu'un. Nous agissons pour l'intérêt du Cameroun. Quelle est donc la finalité finalement de cette revendication devant la représentation nationale? La finalité, c'est qu'on devrait normalement, vous avez lu, parmi les messages, on a demandé de poser des actes courageux, des actes forts. On leur a demandé ça. Les actes forts sous-entendent il n'est pas tard de dire par exemple qu'on rentre faire le recomptage des élections sur la base des PV qui existent. On peut le faire. Et ce serait un acte fort. Et si le recomptage contredit ce que le Conseil constitutionnel a dit, on peut revenir et dire la vérité. Nous avons vu un pays en 2010, la même institution dit un résultat donnant quelqu'un gagné et puis revenir pour donner quelqu'un d'autre gagnant. Le Conseil constitutionnel ne peut pas se contredire puisque ces décisions sont irrévocables. Pourquoi l'élection est irrévocable par quelqu'un d'autre? Mais lui-même peut revenir sur une erreur qu'il a commise. Ça ne sera pas violer cette disposition qui mentionne l'irrévocabilité des décisions du Conseil constitutionnel. Mais il y a également d'autres actes forts que les gens doivent comprendre. C'est important. Parce que nous, on n'est pas figé. À l'UDC, on n'est pas figé. On dit il faut faire ceci pour établir la vérité. Mais au cas où vous ne le faisiez pas, ben, il y a bien d'autres choses que vous devez faire pour remettre la nation sur les rails de la préservation de la paix et du progrès de tous par tous. Donc quand on parle du Cameroun par nous tous et pour nous tous, nous pensons que il faudrait également qu'on soit en mesure, si on s'obstine à aller jusqu'au bout après, en prêtant serment, qu'on soit capable de comprendre que la nation nous a parlé et qu'on aille maintenant dans le cadre des actions communes, convenues par avance, pour aller faire des réformes. Et nous pensons à la réforme de la Constitution, nous pensons à la réforme du Code électoral, nous pensons à la réforme de la loi portant création et fonctionnement du Conseil constitutionnel, la loi portant création et fonctionnement de l'ECAM. Bon, il y a des actes qu'on doit poser sur le plan constitutionnel et législatif pour ramener la confiance du peuple en ce système. Qui doit donc poser ces actes lorsque vous ne reconnaissez pas la victoire de celui qui est Le fait que nous ne reconnaissons pas voudrait dire que nous restons fidèles à nous-mêmes, fidèles à notre optique, fidèles à ce que nous avons vu. Personne ne pourra venir nous convaincre à dire que ce que nous avons vu hier soit le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui, à moins que ce ne soit plus les mêmes choses. Mais si ça reste la même chose, nous restons figés sur ce que nous avons vu parce que c'est ça la vérité. Maintenant, si on met cette vérité de côté pour imposer ce qu'ils ont, leur vérité, le Cameroun ne pourra pas rester sans président de la République. Il va rester président de la République, mais sachant que nous reconnaissons qu'il est président de la République sur la base des résultats qui sont faux. Mais on va donc nous plier. On va se plier et on lui demande maintenant, il faut faire ce qu'il faut faire pour rattraper ce qui est rattrapable. Ce qui est rattrapable, c'est l'engagement de ces réformes. D'avoir le courage de dire, oui, on a fait cette pratique jusqu'ici et on a vu jusqu'où ça peut nous amener parce que le pays, au moment où nous faisons cette émission, est dans une situation où personne ne sait quel sera le lendemain. Il y a la psychose qui est là et le pays est presque en arrêt. D'en parler. Donc, vous voyez, donc c'est dans cette perspective
l'UDC est une force de proposition. L'UDC est en son temps, on avait reconnu l'UDC comme le laboratoire de la pensée politique au Cameroun. Nous continuons à nous efforcer à jouer ce rôle. Donc, si on prend conscience pour dire, bon, voilà, il faut choisir le moindre mal, parce qu'on est dans une situation, on dit, bon, ben vraiment, si on veut imposer la vérité, on va donc aller dans une démarche qui doit viser à dégager celui qu'on s'apprête à installer là. Dégager par quels moyens, je ne sais pas. L'UDC n'a jamais été pour la prise de pouvoir par la force. Et c'est pour cela que nous disons, entre deux mots, il faut bien choisir le moindre. Le moindre serait donc de dire, oui, tu as voulu être là, nonobstant le contraire, nonobstant le fait que la volonté de Dieu soit le contraire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour apaiser le cœur de ce peuple? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour ramener un peu la confiance de ce peuple en des institutions que vous représentez? Et donc, c'est engager ces réformes dont je viens de vous parler. UDC 5e, 1,66%, le seul parti politique ayant qualité qui s'est présenté devant le Conseil constitutionnel pour revendiquer et qui malheureusement a vu une fin de non-recevoir sous le coup de l'article 133 alinéa 3. Finalement, on vous demande de vous taire. Est-ce que là, avec cette autre revendication, ce n'est pas simplement une forme de chantage ou de récupération politique, Koupita Damo? Non, du tout. Vous savez, nous n'agissons pas par rapport aux gens. Nous ne suivons pas le sens du vent. Si jamais vous trouvez que nous posons une action qui correspond à ce que la majorité de l'opinion revendique, ça voudrait dire que ce que l'opinion revendique est vrai. Parce que nous nous battons pour le vrai, le beau. Nous ne nous battons jamais pour plaire. Sinon, c'est pour plaire au pays. Parce que le pays, pour nous, est sacré. Donc, vous allez beau dire, on a eu un 66%, on est 5e sur les 12 candidats. Mais tant que nous vous disons que ces résultats, nous ne les reconnaissons pas. Qu'est-ce qui vous convainc que ces résultats sont sincères? Quand on veut que quelqu'un soit devant, on peut faire n'importe quoi. On efface des résultats. Vous avez vu, il y a une requête d'une présidente nationale d'un parti allié à notre candidat. Je pense ici à Madame Defalo et son nom, Martine Daniel, qui nous représentait dans le Sud, mais qui a des PV et qui démontre que nous avons eu des voix dans le bureau de vote où, au finish, on nous affiche 0. Donc, vous pensez que dans ce contexte-là, elle a introduit une requête, on a dit que c'était irrévocable. On a voulu reprendre les mêmes données dans le cadre de notre requête parce que nous avions qualité et avons déposé dans le délai. On nous dit que vous n'avez pas étayé les moyens. Donc vous pensez dans ce cadre-là, vous allez dire que ce qu'on nous a affiché là, c'est le résultat que nous avons eu. Donc franchement, pour nous, ça ne nous ébranle pas. Ça ne nous décourage pas pour autant. Ça nous reconforte à comprendre que la révolution républicaine n'est pas terminée. Et que nous devons rester déterminés plus que jamais à continuer le combat. Et le combat, c'est quoi? C'est s'attaquer désormais à la cause et non se résigner et s'attaquer seulement sur les effets, sur les conséquences. Les causes, ce sont ces lois taillées sur mesure pour faciliter ces fraudes multiples en faveur du maintien au pouvoir d'un système qui est là depuis 43 ans sans résultat positif. Et nous enregistrons donc cette émission à l'espace média de l'Assemblée nationale, et cette émission, pour ceux qui nous regardent, est donc diffusée au soir du 6 novembre 2025, alors que le président de la République a prêté serment dans ces locaux-ci. Et là encore, Koupita Damo, vous avez décidé, vous, députés de l'UDC, les membres du directoire, de boycotter la prestation de serment du président de la République. Finalement, vous y allez jusqu'au bout, vous ne le reconnaissez pas, mais vous faites avec lui. Mais écoutez, l'UDC, depuis 34 ans que l'UDC est présent sur la scène politique camerounaise, dans le combat républicain et démocratique, nous n'avons jamais, nous ne sommes jamais tombés dans le piège de l'incohérence. Nous faisons tout pour rester cohérents entre ce que nous disons et ce que nous faisons.
entre la vision de notre parti et le développement de notre politique sur le terrain. Donc, vous ne pouvez pas être cohérent en sortant le lendemain du scrutin, dire qu'il y a fraude massive, en faisant une requête en annulation, en refusant les résultats et venir applaudir en manifestant devant la représentation nationale pour dire qu'il y a injustice électorale, pour dire qu'il y a rupture de confiance, pour appeler à la vérité des urnes, et puis aller vous asseoir pour applaudir celui au profit duquel on aura fait tout ce que vous décriez. Ce serait incohérent. C'est vrai, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont majeurs dans la classe politique au Cameroun. Il y a des gens qui disent une chose le jour et le contraire la nuit. Il y a des gens qui posent un acte aujourd'hui et le lendemain posent un acte contraire, sans se donner même le souci de justifier pourquoi le changement. Mais nous ne faisons pas, nous n'agissons pas par rapport aux autres. Nous restons égal à nous-mêmes. Constant. Égal à nous-mêmes, oui. Et on a envie de vous poser la question, what next après la série de boycotts? Vous boycotterez aussi peut-être vos sièges au Parlement? Ça n'a rien à voir. Mais également, il faut que je vous dise à travers cette question que le dernier slogan de campagne de notre président national pour l'éternité, le docteur Adamou Damjoya, c'était le Cameroun par nous tous et pour nous tous. Le Cameroun par nous tous et pour nous tous. Nous allons laisser nos sièges à l'Assemblée pour que qui vienne occuper. Si nous laissons nos sièges à l'Assemblée, qui va encore avoir l'œil et les oreilles du peuple pour au moins dénoncer ce qui se passe là-bas contre le peuple? Il y a d'autres partis en dehors de Non, l'UDC. d'autres partis. Nous vous disons, nous ne pouvons pas. Le peuple a confié un mandat à nous. Nous ne pouvons pas transférer l'accomplissement de ce mandat-là aux gens que le peuple, aux gens qui ne sont pas nous. Parce que nous ne sommes pas ceux qui feront comme nous. De toutes les façons, nous sommes convaincus qu'ils ne feront pas comme nous. Parce que nous les voyons faire. Nous les voyons agir. Nous les voyons parler. Et je pense que les Camerounais aujourd'hui, pour peu qu'ils soient honnêtes, pour peu qu'ils soient logiques, comprennent dans la scène politique camerounaise qui est l'Union démocratique du Cameroun par rapport aux autres. On vous traite d'extrémistes. Non, nous ne sommes pas ceux qui nous traitent d'extrémistes, ne nous connaissent pas. Nous ne sommes nullement extrémistes. Parce qu'on vous demande de laisser, vous ne laissez pas. Non, pourquoi on doit laisser tant qu'on n'a pas fait le minimum qu'il faut faire pour arranger les choses qu'on a gâtées? C'est pas ça. Nous ne faisons pas l'extrémisme. Peut-être on est tout. Dans notre combat, il y a des moments où on tempère, il y a des moments où on fait la vitesse, il y a des moments où on ralentit. Et ce sont les enjeux de circonstances qui justifient notre comportement. Et ces enjeux-là ne sont que des enjeux d'intérêt général du Cameroun. Oui. Merci beaucoup. À tout de suite. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.
Merci de faire confiance à Naya TV. Vous regardez l'émission Sans Tabou. Notre invité, c'est Koupit Adamou, député à l'Assemblée nationale, membre du bureau politique de l'Union démocratique du Cameroun, qui, en compagnie de ses autres collègues, ont porté un message pour dire non à l'imposture que traverse le peuple camerounais et pour revendiquer une véritable paix et la vitalité au sein des institutions républicaines. Honorable Koupit Adamou, le président Paul Biya a donc prêté serment pour un 8e mandat consécutif. Il engage donc sa 43e année à la tête du peuple camerounais, mais on se rend quand même compte que le climat sociopolitique, il est tout à fait morose, tendu, avec des manifestations, des casses, des actes de vandalisme et autres depuis la tenue de l'élection. Quelle est votre position? Faut-il revendiquer? Faut-il observer les villes mortes comme ça vient d'être le cas en partie, ou alors rester tranquille? Est-ce qu'il faut continuer ou arrêter les villes mortes? Qu'est-ce qu'il faut faire? De toutes les façons, ça doit être clair que l'UDC ne se reconnaît pas dans les mots d'ordre des villes mortes. Et nous avons dit il faut que les populations puissent se vaquer à leurs occupations pour pouvoir faire face aux enjeux de survie quotidien. Donc on reste tranquille. Oui, effectivement, il y a d'autres manières de mener ce combat. Lesquelles? Que d'ajouter à la souffrance du peuple des actions qui pourront... Vous savez, les villes mortes, on les a expérimentées pour revendiquer la conférence nationale souveraine, avec tous les dégâts que ça a eu. Et à ce moment-là, l'opposition était véritablement unie et faisait une pression en tant que groupe. Bon, aujourd'hui, c'est des actions solitaires. Nous ne pensons pas que ça puisse suffisamment porter pression de manière à faire bouger les lignes. Donc, autant ne pas envoyer le peuple dans des actions qui vont aggraver leur état de souffrance. C'est pour ça que l'UDC ne se reconnaît pas dans ce mode d'ordre des villes mortes et pense que le mieux serait qu'on laisse la population vaquer à ses occupations dans la tranquillité. À l'observation des activités en pause dans plusieurs villes du Cameroun, on est donc en plein dans une session budgétaire comme celle qui vient de s'ouvrir. Il est question de tabler sur les recettes et les dépenses pour l'année 2026. Sur quel levier est-ce que le Parlement va s'appuyer concrètement pour pouvoir se projeter? Le Parlement a son couloir d'intervention et les instruments de son intervention. Le Parlement légifère et contrôle l'action du gouvernement. S'agissant singulièrement du vote de budget, nous sommes en devoir d'abord d'examiner la loi de règlement qui démontre comment on a exécuté le budget de 2025. précédent. Voilà. Et puis maintenant, rentrer dans l'examen du projet de loi de finances pour l'année suivante. Je dois dire, en saisissant l'opportunité de votre question, pour dénoncer ce que nous dénonçons depuis 1997 que l'UDC est à l'Assemblée et siège de manière continue, depuis 1997. En 2017, il y a eu vote d'une loi révolutionnaire dans notre pays, la loi portant régime financier de l'État. Cette loi a été révisée en 2018 et il y a les dispositions de son article 57 qui stipule clairement que 15 jours avant l'ouverture de la session budgétaire, le président de la République doit transmettre aux parlementaires le projet de loi de finances avec toutes les annexes qui justifient les prévisions qu'on aura faites. Ça permet aux parlementaires, avant de venir à la session, de prendre suffisamment connaissance de ce que l'État entend faire pour l'année, pour les 12 mois à venir, et donc d'examiner en toute sérénité et de manière exhaustive les prévisions. Vous voulez nous dire que la session est ouverte et vous n'avez pas encore reçu? On n'a jamais reçu. Nous avons ouvert la session le 3, nous sommes aujourd'hui, plusieurs jours après, mais on n'a pas encore ça. Et c'est comme ça chaque année. Et vous vous souvenez, à un moment donné, à l'initiative de l'UDC, on a pu empêcher le Premier ministre de prendre la parole. Ça avait amené le Parlement à suspendre les travaux. Nous voulions à ce moment-là poser un acte fort
pour monter de plusieurs crans pour que le président de la République comprenne qu'il ne peut pas être celui-là dont la Constitution confie la responsabilité de veiller au bon fonctionnement des institutions et qui soit le premier à piétiner les institutions. Parce que la loi, c'est une institution. Donc, ça l'a nullement ému. Et donc, nous sommes là, en 2025. La session est ouverte. Aucun député, aucun parlementaire n'a quoi que ce soit concernant ni la loi de règlement, ni le projet de loi de finances. Donc, on fonctionne un peu à l'aveugle. C'est pas à l'aveugle, c'est tout simplement un fonctionnement biaisé qui consiste simplement à mettre le Parlement en incapacité de jouer pleinement son rôle. Tout simplement parce qu'on évite qu'on regarde, qu'on lise dans les lignes, virgule par virgule, point par point, pour voir peut-être ce qu'on aura prévu et qui pourrait faire mal à la population. Parce que notre rôle, c'est de voir est-ce que les prévisions visent à promouvoir l'intérêt, à améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc, quand on vient en moins de 4 ou 5 jours pour vous donner les volumineux documents du projet de loi de finances avec ses annexes, c'est tout simplement parce qu'on ne voudrait pas que vous soyez en capacité de les lire et encore moins consulter les experts. Parce qu'une loi de finances, ça prend tout le domaine. Et il n'y a aucun député qui soit expert dans tout le domaine. Personne au monde n'est expert dans tout le domaine. Donc quand on vous donne les documents avant, vous pouvez maintenant consulter les experts dans un domaine où vous n'avez pas eu suffisamment de compréhension pour mieux préparer votre travail de parlementaire. Est-ce que vous ne confortez pas ceux qui estiment que le Parlement au Cameroun ne sert véritablement pas à grand chose? C'est l'objectif peut-être du système qui nous gouverne depuis les indépendances. Et c'est pour cela que dans la Constitution, ils ne veulent pas la séparation de pouvoir. Ils veulent la dominance du pouvoir exécutif sur tous les autres pouvoirs, notamment le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ça ne doit pas nous décourager pour autant. Ça doit être une motivation de comprendre que la révolution, elle n'a que commencé, elle est loin d'être terminée et il faut continuer le combat. Parce que nous ne pouvons pas abandonner le pays à ceux qui pensent que ce pays doit être pris en otage pour l'intérêt d'une minorité d'amis qui se recrutent dans toutes les ethnies. Parce que pour lui dire, c'est quand on dit il y a telle ethnie, d'ailleurs que nous ne sommes pas pour le maintien de la notion d'allogène et d'autochtone dans la Constitution. Nous pensons que le Cameroun, les Camerounais et Camerounais partout. Donc nous pensons qu'il y a un groupe de gens, d'amis, qui se recrutent dans toutes les ethnies, dans toutes les régions au Cameroun, qui sont une minorité de privilégiés et qui prennent le pays en otage. Qui prennent le pays en otage, taillent les lois sur mesure, caporalisent la Constitution pour permettre qu'ils puissent abuser de nos ressources et de la gestion du pays comme ils veulent. Est-ce que ça doit nous pousser à la résignation? De dire non, comme ils ont fait comme ça, ils ne laissent pas le Parlement faire son travail, il faut qu'on abandonne, il faut qu'on... Non. Peut-être c'est leur objectif, peut-être c'est ce qu'ils visent. Mais quand vous connaissez jusqu'où votre adversaire veut que vous arriviez, vous faites le contraire pour qu'ils sentent mal, pour qu'ils comprennent que vous n'êtes pas un enfant de cœur. Donc, rien que la présence de l'opposition véritable, dénoncer ce que nous dénonçons, les amène quand même à ne pas, à reculer dans la logique d'abus qui caractérise les actions politiques. Paul Biya vient donc de prêter serment dans votre représentation nationale baptisée le Palais Paul Biya. 8e mandat, quelle est la légitimité que vous lui accordez pour ce 8e mandat qui est donc déclenché pour mieux conduire les affaires de la nation? Écoutez, le président Biya va conduire le 8e mandat sur la base de la légalité et non de la légitimité. Parce qu'il faut que nos téléspectateurs nous comprennent, la légitimité est confiée et conférée par le peuple. Dès lors, à partir du moment où nous avons dit que ce résultat ne reflétait pas les réalités des urnes, la volonté du peuple, on ne peut donc pas croire que le président Biya ait la légitimité. Il a la légalité parce que l'institution qu'il a proclamée comme élu est l'institution compétente en la matière. Parce que l'institution qui a reçu son serment est l'institution compétente en la matière. Il réunit donc les conditions de légalité, mais
Nous regrettons parce qu'on devrait, avant de passer à la vérification et à l'exécution des conditions de légalité, on devait se soucier des conditions de légitimité. Malheureusement, à ce niveau, ils font l'unanimité, tel n'est pas le cas. Donc, ils se contentent donc, selon vos propos, de la légalité. De la légalité. Comment on fait? Et impose la légalité. Et ça se traduit autrement sur le terrain politique. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les acteurs politiques, notamment ceux du gouvernement, pensent qu'ils sont les patrons du peuple. Vous voyez? Et ils imposent tout au peuple, ils font du peuple ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ils pensent qu'ils sont le patron du peuple. Alors que dans une démocratie, c'est le peuple qui est le patron des officiels de l'État. Ouais. Le peuple est le patron du président de la République. Ce n'est pas le président de la République qui est propriétaire de la souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. Le président est là tout simplement comme le mandataire du peuple pour gérer cette souveraineté au mieux des intérêts de ce peuple-là. Donc vous comprenez qu'avec des gens qui mettent la légalité au-dessus de la légitimité, on ne peut que vivre ça. Et c'est le sens de notre combat. Donc pour nous, le président va exercer ce mandat sur la base de la légalité et non sur la base de la légitimité. Et si vous aviez, l'UDC, l'occasion de vous retrouver une fois encore en face de lui, comme ça a été le cas l'an dernier où Mme Damdjoya demandait la révision consensuelle du code électoral et que le chef de l'État lui a fait part de ce qu'il n'était pas au courant, s'il y avait une fois de plus cette autre occasion de le rencontrer, qu'est-ce que vous lui diriez pour un bon exercice de son 8e mandat? Non, moi, personnellement, si j'avais l'occasion de parler directement au président, M. Paul Biya, je lui dirais tout simplement, votre conscience ne doit pas vous laisser dormir parce que vous êtes là où le peuple n'a pas voulu que vous soyez. Mais comme par la force de choses vous y êtes, posez des actions qui peuvent contribuer à adoucir la douleur du peuple. Et les actions qui peuvent concourir à adoucir, à apaiser la douleur du peuple, ce sont des actions de réforme dans un laps de temps qui ne doit pas excéder 3 ans. Il ne faut pas que le président pense qu'il doit aller jusqu'au bout de ce mandat. Comment ça? Il faut qu'il comprenne que pour ramener la tranquillité, remettre ce pays sur les rails de la stabilité et même susciter encore la confiance des partenaires du Cameroun, de l'extérieur. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. La gouvernance au Cameroun, le contexte socio-politique et sécuritaire dans notre pays décourage les investisseurs étrangers. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'investisseurs qui ont renoncé à leurs intentions de venir investir au Cameroun du fait de ce contexte que nous vivons. Et donc, aussi longtemps que le président va être là, en maintenant le statu quo, c'est-à-dire les dispositifs législatifs et constitutionnels actuels, ça va contribuer à aggraver cette rupture de confiance et donc notre pays risquera de reconnaître une autre crise économique durant les 7 prochaines années. Alors, pour éviter ça, le président doit inscrire son mandat dans une durée inférieure à la durée normale du mandat présidentiel prévu. Et ce laps de temps doit être consacré dans des actions communes avec les acteurs majeurs de la scène politique et de la société civile, d'être ensemble pour engager les réformes qui s'imposent. La réforme de la Constitution. La réforme, moi j'ai envie de dire qu'il y a 5 chantiers majeurs. La réforme de la Constitution, la réforme du Code électoral, la réforme de l'ECAM, la réforme du Conseil constitutionnel et la résolution de la crise du Nozo. Et la résolution de la crise du Nozo pourra avoir des chances d'aboutir cette fois-là, d'autant plus qu'elle sera engagée dans le cadre d'une action commune avec les autres acteurs politiques. Parce qu'à ce moment, on pense pays, on ne va plus regarder opposition, parti au pouvoir, parce que vous êtes au pouvoir, pas par la volonté du peuple. Et il faut maintenant trouver des voies et moyens qui puissent remettre le peuple en confiance. Dans l'éventualité de ce consensus, Koupit Adamou, par exemple, accepterait d'être membre du gouvernement de Paul Biya? Ce n'est pas Koupit Adamou qui accepterait d'être membre du gouvernement.
C'est-à-dire il y a toute démarche, quand on est dans une démarche républicaine et objective, on ne regarde pas les individus, on regarde les institutions au sein desquelles les individus s'expriment. Moi, j'appartiens à un parti politique, c'est l'Union démocratique du Cameroun. On ne va pas venir dire, Coupe d'Adamou, nous voulons que tu viennes, tu sois membre du gouvernement, alors qu'on n'a rien traité avec l'UDC. Donc voilà, c'est la démarche objective et républicaine qui démontre qu'on ne veut pas être ensemble avec les gens pour tromper, on veut être avec les gens pour faire le travail qui s'impose. Vous comprenez? C'est ça, la motivation chez nous, c'est le travail. Et le travail pour l'intérêt général. Kopi Dadamou, merci. Je vous remercie également et ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir ici à l'Assemblée. Nous sommes dans la salle, dans l'espace réservé aux médias. Et merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Nous pensons que nous avons apporté des réponses à vos préoccupations. Et espérons que ça puisse contribuer à améliorer la compréhension de l'opinion sur les démarches de notre parti, l'Union démocratique du Cameroun et son président national, l'honorable Tomaino Ndamjoua Emine Patricia, pour qu'on comprenne qu'il y en a qui nous ont taxés de quoi, comme ils veulent, que nous agissions dans le sens qu'ils ont voulu, qu'ils comprennent que l'UDC n'a jamais agi par rapport aux gens, l'UDC n'a jamais agi pour plaire ou pour déplaire à quelqu'un. Nous agissons parce que nous sommes convaincus que les actes que nous posons concourent à promouvoir l'intérêt général. Merci et bonne chance pour vos actions. Merci. De nous avoir donc reçus. Merci pour l'invitation acceptée. Madame, Monsieur, vous avez donc une idée de ces revendications de l'Union démocratique du Cameroun depuis le processus électoral lié à la présidentielle et bien sûr ces revendications pour la fin de l'oppression du peuple. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.